Meet Africa, pour les jeunes entrepreneurs. C'est la suite du programme de Meet Africa 1 en mieux. Pose une deuxième phase beaucoup plus ambitieuse. La recherche de talents et de plus en plus de femmes. Des initiatives positives comme celle de Meet Africa sont absolument essentielles. Meet Africa, par ses projets, ses parcours, qui ont vocation à renforcer ce lien humain entre la France et le continent africain. Je souhaite une grande réussite à Meet Africa. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par le projet Meet Africa. Et nous allons échanger pendant 1 heure sur le thème « Développer des entreprises qui contribuent au développement économique durable en Afrique ». Je suis Zoé Luçon, expert senior à Anima. Je vais d'abord vous donner quelques indications sur le déroulement technique de ce webinaire. Donc, je parle en français, je pense que nos intervenants le feront aussi, mais une traduction est disponible, donc cliquez en bas de votre écran sur le petit logo planète et vous aurez une interprétation en anglais. Just click at the bottom of your screen for an English translation. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Anima. Lorsque vous prenez la parole, donc pensez à allumer votre microphone. Si votre bande passante le permet, allumez votre vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser le chat ou lever la main. Voilà, vous avez ici le lien de la chaîne YouTube de Anima. Et donc, quelques mots sur Anima tout d'abord. Donc, nous sommes une plateforme dont la mission est de contribuer à un développement économique durable et partagé dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le réseau Anima, c'est environ 70 membres dans une vingtaine de pays qui sont des agences nationales ou régionales de promotion de l'investissement, d'appui à l'entrepreneuriat, des réseaux d'entreprises, des réseaux d'investissement, des centres d'innovation, des centres de recherche et quelques organisations internationales. Et donc, le réseau Anima mobilise de l'expertise sur plusieurs grands sujets pour contribuer à ce développement économique durable et partagé, notamment tout ce qui a trait aux investissements nationaux ou étrangers et pilotage d'impact, l'appui au secteur privé et aux entrepreneurs, l'appui à l'innovation et sur le thème des diasporas, la mobilisation de talents expatriés pour qu'ils contribuent financièrement ou par leur expertise humaine à des projets de développement économique qui lient pays d'origine et pays de résidence. Je vais passer la parole à ma collègue Inma Ruiz qui va vous présenter en quelques mots l'initiative Meet Africa et le hub, et on passera ensuite à l'échange avec nos intervenants. Bonjour à tous, merci Zoé. Donc, je m'appelle Immaculada Ruiz, je suis chef de projet pour Anima et je m'occupe principalement du projet Meet Africa chez Anima. Donc, pour donner un contexte, ce webinaire s'est fait justement dans le cadre de l'initiative Meet Africa qui est financée par l'Union européenne et par l'Agence française de développement mise en œuvre par Expertise France avec l'appui d'Anima en tant que partenaire, la GIZ et le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Le projet a pour objectif de créer de la valeur en Afrique, justement grâce à la mobilisation des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora. Il s'adresse particulièrement aux entrepreneurs de la diaspora des 6 pays,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie, ainsi qu'aux organisations d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora. Le programme, il a deux volets principaux. Le premier, c'est de renforcer justement les capacités des entrepreneurs de la diaspora, mais aussi leurs fonds propres. Donc, il y a un fonds justement, un financement qui se prépare. Et également, le deuxième volet va s'adresser au renforcement des capacités des organisations d'appui, de ces organisations qui accompagnent les entrepreneurs de la diaspora africaine. Il y a plusieurs outils qui sont mis en place, dont celui qu'on va parler aujourd'hui, donc les hubs, on va l'évoquer rapidement. Il y a également donc un programme d'accompagnement, un fonds d'amorçage et un réseau qu'on consolide justement et dans lequel on a la chance justement d'avoir les intervenants et les organisations qui sont aujourd'hui ici. Il y a également un salon de l'entrepreneuriat que nous préparons pour la fin de l'année. La date n'est pas fixée, mais elle va sortir très vite, donc on va vous tenir informés. Pour les hubs, Zoé, tu peux passer le slide? Oui. Merci. Donc, le travail d'Anima dans le cadre de Meet Africa se concentre sur trois actions. Le premier, c'est l'outil dont on parlait, c'est ce salon de l'entrepreneuriat de la diaspora qu'on va organiser en fin d'année. Et l'autre grand dispositif, on va dire, c'est la plateforme. Donc, une plateforme qui puisse orienter, qui puisse informer les entrepreneurs de la diaspora qui ont envie d'entreprendre en Afrique. Donc, la plateforme se sépare en deux volets. Donc, le premier, c'est un outil digital qu'on développe et que vous pouvez accéder. Je vais vous passer ensuite les liens, vous les voyez aussi dans l'écran hub meetafrica.co. Et donc, cet outil digital, il connecte les entrepreneurs de la diaspora selon leurs besoins, selon l'état de maturité de leur entreprise, avec des offres d'accompagnement ou de financement qui sont adaptées à ces projets. Et dans le même temps, nous allons justement fédérer ces organisations qui travaillent pour accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler ensemble, mieux interagir et mieux communiquer également pour rendre visibles toutes ces opportunités qui existent et qui parfois ne vous arrivent pas. Et je pense qu'on va rester là et vous pourrez découvrir plus dans les liens que vous voyez. Et n'hésitez pas à nous faire part justement parce que cette plateforme elle est co-construite et on veut avoir vos avis. On a fait justement un travail de co-construction justement et d'enquête des besoins depuis plus d'un an maintenant. Donc, on fait un développement étape par étape pour pouvoir justement adresser ces besoins et ces services qui ont été demandés lors des ateliers, des enquêtes et d'autres actions qu'on a mis en place. Et on sera ravis d'avoir vos avis et justement vos suggestions si vous les avez. N'hésitez pas. Ah, tu as le micro fermé. Je vais vous faire grâce d'une longue introduction sur les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable dans les pays d'Afrique. Les besoins sont immenses, ils se chiffrent en milliards d'euros. Je vais aussi passer rapidement sur les enjeux, le climat, l'accès aux services publics essentiels, tirer profit de la crise du Covid-19 qui ouvre des nouvelles opportunités en termes de relocalisation au sein de la région EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je voudrais tout de suite qu'on aborde ces enjeux grâce aux trois intervenants qui sont là aujourd'hui. Monsieur Boiré, qui représente l'API Mali, Madame Jacquemin d'Investisseurs et Partenaires, et M. Ouattara de la Direction générale de la diaspora de Côte d'Ivoire. Donc, l'objet de ces échanges, c'est de comprendre quels sont les secteurs qui permettent de contribuer à un développement économique durable et partagé, quels sont les dispositifs qui sont mis en place par les organisations que vous représentez pour accompagner les entrepreneurs dans ces secteurs, comment vous sélectionnez ces secteurs, est-ce que vous avez des dispositifs particuliers dans ces secteurs? Est-ce que ces dispositifs aussi ciblent de façon privilégiée des projets qui sont portés par des entrepreneurs de la diaspora africaine? Donc, beaucoup de questions. Comment concilier les impératifs de développement économique et ceux de durabilité? Je voudrais commencer, on va procéder par ordre alphabétique, par vous, Monsieur Boiré. Vous êtes le directeur du guichet unique de l'Agence de promotion de l'investissement au Mali.
L'API Mali a pour mission d'encourager et de soutenir le développement des investissements directs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, pour contribuer à une croissance inclusive et durable. Un autre volet de votre action, c'est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et aussi de contribuer au développement et à la régulation des zones industrielles. Monsieur Boré, je vous remercie infiniment d'être là. Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix des secteurs prioritaires pour les projets d'investissement au Mali qui sont accompagnés par votre agence et sur les dispositifs que vous mettez en place? La parole est à vous, monsieur Boré. Est-ce que Monsieur Boiré a un problème de connexion ou on ne vous entend pas? Alors, c'est les joies du direct. Madame Jacquemin, en attendant que Monsieur Boiré, qui était en ligne il y a quelques instants, puisse nous rejoindre et allumer son micro, vous êtes senior consultant chez Investissement et Partenaires. Une structure que vous avez rejoint en 2020 après des expériences en tant que consultante en stratégie, un passage chez Danone Afrique, une mission aussi de gestion d'un fonds de dotation en Inde sur des projets de microcrédit et d'évaluation d'impact. Donc, vous avez travaillé sur ces projets d'appui à l'entrepreneuriat un peu depuis plusieurs points de vue. Aujourd'hui, vous avez rejoint donc Investisseurs et Partenaires, qui se veut un groupe pionnier d'investissement d'impact en Afrique, qui est dédié au financement et à l'accompagnement à la fois des startups, mais aussi des PME en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les critères qui déterminent les décisions d'investisseurs et partenaires pour choisir les projets qu'ils accompagnent, et puis aussi bien sûr dans quelle géographie? Quelle est la place que vous accordez au développement durable et comment vous opérationnalisez cette dimension? Quels sont vos critères, que vous les appeliez ESG ou d'une autre façon? Et qu'est-ce qui ressort comme grand critère, comme grand secteur dans cette dynamique de contribution à un développement économique durable et partagé en Afrique? Mathilde Jacquemin, je vous passe la parole. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour la présentation. Comme l'a rappelé les speakers, donc IEP, c'est une famille de fonds d'impact sur le continent. Et je dirais que notre particularité, c'est qu'on a à la fois des fonds d'investissement en propre, nos propres équipes, du coup, qui sont réparties dans 10 pays en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, mais aussi Afrique de l'Est. Et on a également un fonctionnement de fonds, c'est-à-dire qu'on va sponsoriser le montage de fonds locaux, donc avec des directeurs de fonds locaux et des financeurs aussi également locaux. Donc peut-être que les critères financiers varieront légèrement selon ces fonds. Ensuite, donc, par rapport à nos critères d'éligibilité, nos critères de financement, je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut avoir en compte. Donc, premièrement, il y a des critères d'éligibilité qui sont propres à nos différents véhicules de financement. Donc ça, c'est des critères de géographie, de chiffre d'affaires. Souvent, au niveau des chiffres d'affaires, c'est des caps, c'est des maximums, parce qu'on opère beaucoup sur ce qu'on appelle le chaînon manquant, le missing middle, donc qui sont des entreprises qui n'ont pas forcément accès à d'autres sources de financement, parce qu'on va vraiment chercher en tant que fonds d'impact l'additionnalité. Et bien sûr, donc, on a un cap maximal de chiffre d'affaires. On va aussi chercher des entreprises qui ont généralement moins de 300 employés, donc ça correspond à quand même pas mal de PME en Afrique. On a bien sûr, vu qu'on est un fonds d'investissement, des critères, si je puis dire, business. Le fonctionnement d'un fonds d'investissement, comme vous le savez peut-être, c'est d'investir dans des entreprises, de les accompagner, de les faire grandir et d'en sortir ensuite avec une plus-value au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, il faut que l'entreprise, pour nous, ait un potentiel de développement, ce qui ne veut pas dire que les entreprises qui n'en ont pas ne sont pas impactantes, mais c'est juste qu'on ne sera pas forcément l'acteur compétent pour les accompagner. Et donc, bien sûr, au-delà des critères business, de l'intérêt du projet, on regarde aussi beaucoup l'entrepreneur, la personnalité de l'entrepreneur, sa vision, sa motivation, à quel point il est capable de développer une vision et de la transmettre à ses équipes. Et au-delà de tout ça, donc plutôt par rapport à l'impact, il va encore avoir 2 champs d'action, 2 choses qu'on va regarder par rapport à l'impact. Donc, il va avoir d'une part ce qu'on appelle les risques ESG, donc les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça ne va pas être des critères au sens
discriminatoire, on va dire. Ça va être plus, on va évaluer le risque potentiel, le risque environnemental pour telle ou telle activité, est-ce qu'il y a un risque social ou de gouvernance. Mais une entreprise peut avoir un risque, mais réussir à le mitiger ou au moins l'avoir identifié, et ça ne va pas nous empêcher d'investir. En revanche, pour les critères d'impact, ça c'est dans notre test d'impact. Donc, on va chercher les entreprises qui répondent à ces critères. Et les tests d'impact sont propres vraiment à chaque fonds. Nous, on en a développé une que je vais vous citer, mais chaque véhicule, chaque type d'investisseur aura sa propre test d'impact. Chez IEP, en fait, notre postulat de base, c'est qu'on veut soutenir l'émergence de l'entrepreneuriat africain. Donc, on va vraiment chercher des entrepreneurs qui sont de nationalité des pays dans lesquels on opère ou implantés de très longue date en Afrique. Deuxièmement, on va chercher à ce que notre financement ait un impact au sens de son additionnalité. Donc, on va chercher des entreprises qui ne pourraient pas avoir accès à des financements sans IEP. Si c'est par exemple un projet très qualitatif, mais d'un entrepreneur français qui pourrait être financé par soit des fonds français ou des banques ou la BPI, ou que sais-je, même si son projet est intéressant, il ne rentrera pas dans notre scope. Ensuite, on a un prisme création d'emplois assez important. On va vraiment chercher des projets qui créent des emplois au sens d'emploi décent et également un prisme accès à des biens et services essentiels et consommés local. Donc ça, c'est globalement nos grands critères. Tous les projets ne cochent pas tous les critères et c'est normal. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du coup, sur les secteurs qui ressortent dans vos différents pays d'intervention et comment ça s'insère peut-être avec, ça serait intéressant de voir par rapport aux grandes stratégies de ces pays. Est-ce que c'est aussi un lien que vous cherchez quand il y a des stratégies de développement industriel ou est-ce que ça fait partie de choses qui viennent en plus mais qui ne sont pas une clé d'entrée? Alors, il y a des grands secteurs qu'on va retrouver dans notre portefeuille, notamment bien sûr tout ce qui est agriculture, élevage, agribusiness, santé, éducation, mais il va aussi avoir l'industrie par exemple. Et je dirais qu'on ne va pas forcément chercher tel ou tel secteur. En fait, on va chercher, l'impact peut être soit par la mission. Vous êtes une entreprise dont la mission première est l'impact. Par exemple, vous faites des kiosques d'énergie solaire en zone rurale, ou vous êtes une entreprise à impact par les modalités. Ça veut dire que votre activité au premier abord n'est pas forcément impactante au sens de, c'est pas un social business, mais vous allez mettre en place des modalités d'intervention qui vont être impactantes. Je prends un exemple, par exemple au Sénégal, on a une entreprise qu'on accompagne depuis pas mal d'années qui s'appelle CETIC, qui va faire du recyclage de déchets industriels et informatiques. Et cette entreprise, donc c'est pas forcément c'est pas un social business, mais elle a su mettre en place beaucoup d'actions de santé, sécurité au travail, de couverture sociale pour les employés, d'approvisionnement local, de recyclage des déchets qui sont intéressants pour nous. Donc, on ne va pas discriminer. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de secteur. Voilà. Bien sûr, il y a une forte représentation de l'agriculture et tout ce qui est agrobusiness, mais il n'y a pas de secteur plus impactant que d'autres dans ce que nous, on va regarder. Ouais, il y a des secteurs exclus, en revanche. Bien sûr, ouais. Et c'est aussi la façon dont on opère dans son secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi plus sur les dispositifs d'accompagnement? Donc, bien sûr, il y a ce soutien. Et le rôle d'investisseur et partenaire dans aussi peut-être un accompagnement sur la stratégie des projets accompagnés, tout ce qui est non financier. Donc oui, en plus en fait de l'investissement, ce qu'on fait dans chaque entreprise accompagnée et même parfois pré-investissement si l'entreprise est très prometteuse, c'est de mettre en place l'assistance technique. Donc, de l'assistance technique, c'est quoi? C'est qu'on identifie avec les entrepreneurs des sujets sur lesquels ils doivent progresser ou des points de blocage au sein de leur entreprise. Et on les accompagne soit en direct, soit le plus souvent avec des consultants vraiment dédiés. Donc, ça peut être des problématiques très business du type mettre en place un système de comptabilité ou de gestion, des missions de marketing, mais ça peut être des choses aussi sur l'impact, justement. Mesurer l'impact des activités, mettre en place, je ne sais pas, ça peut être une politique santé et sécurité au travail, se mettre aux normes incendie, ça peut être tout ce genre de choses. Ensuite, nos responsables du coup ESG et Impact proposent aussi des outils, donc c'est sur la base du volontariat. Donc, nous, on essaie vraiment aussi de sensibiliser les entreprises parce que souvent, ces entrepreneurs ont tellement de problématiques à traiter de front
on ne peut pas imposer des grilles de lecture que nous, on peut avoir ici en France ou des standards internationaux, mais on essaie quand même de sensibiliser sur certains chantiers, on va dire. Donc, par exemple, l'équipe a travaillé sur des normes, enfin des grilles salariales de salaire décent selon les pays et selon plusieurs critères. Ça peut être aussi des outils permettant aux entrepreneurs de mieux s'approprier tout ce qui est changement climatique, de voir en quoi leur entreprise peut contribuer à ça, comment adopter des politiques de réduction des émissions, mais aussi comment travailler sur l'adaptation climatique. On sait souvent que nos pays seront les plus touchés, nos pays d'intervention seront les plus touchés par ce changement climatique, et on essaye du coup de leur faire adopter des postures de long terme par rapport à ces enjeux. Mais encore une fois, c'est vraiment sur la base du volontariat pour aller plus loin que nous, nos prérequis. Très bien, merci beaucoup. J'invite nos participants à prendre la parole dans le chat en levant la main pour poser des questions, rebondir sur cette présentation d'investisseurs et partenaires. On le fera aussi à l'issue des 3 interventions. Donc, préparez vos questions, soit en direct. Là, je n'ai pas l'impression qu'on ait de message pour l'instant. N'hésitez pas aussi dans le chat à vous présenter. Donnez votre nom, votre organisation. Est-ce que vous êtes plutôt un entrepreneur ou une structure d'appui? Ce webinaire, c'est aussi l'occasion d'échanger des contacts, des cartes de visite. Et ça aidera aussi nos intervenants à préparer des réponses ou rebondir sur vos questions dans un deuxième temps. On m'indique que M. Boiré a un problème de connexion et qu'il n'est toujours pas en ligne. Et donc, pardon, je te coupe. Je le vois, Moussa Boiré. Monsieur Boiré, bienvenue. J'espère que votre connexion vous permettra de rester avec nous jusqu'à la fin de cet échange et d'allumer votre caméra. Voilà, je vous vois. Bienvenue, merci beaucoup. Vous êtes le directeur du guichet unique de l'API Mali, l'Agence de la promotion des investissements. J'évoquais tout à l'heure les missions de l'API Mali de soutien au développement des investissements, d'amélioration du climat des affaires et puis le rôle aussi sur la régulation des zones industrielles. Et je voulais vous demander plus particulièrement pour ce webinaire et pour nos participants qui sont à la fois des entrepreneurs issus de la diaspora ou des pays africains et qui veulent investir en Afrique et des organisations d'appui, comment l'API Mali cible certains secteurs? Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour accompagner les investisseurs et les entrepreneurs dans ces secteurs? Aussi, est-ce que vous avez des dispositifs qui s'adaptent en particulier à la diaspora? Comment vous répondez à ces attentes d'entrepreneurs potentiels qui sont en Europe? Monsieur Boiré, je vous passe la parole. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs, mes co-débatteurs. Donc, je remercie déjà l'équipe de Meet Africa. Donc, je pense que le thème qui nous réunit ce matin, de mon point de vue, elle est très importante et puis elle est d'actualité. Donc, le développement durable, de mon point de vue, doit être au cœur des préoccupations des pays africains et dans un environnement éventuellement dominé par les défis liés à la sécurité alimentaire, éventuellement tout ce qui est lié au développement industriel. Donc, il est important pour chaque pays, non seulement avoir une approche proactive de développement des entreprises. C'est dans ce cadre-là, au niveau de l'Agence pour la promotion des investissements, à travers le gouvernement, nous avons adopté une politique nationale de promotion des investissements. Et cette politique, elle est déclinée elle a décliné 9 axes stratégiques pour le développement des entreprises. Et donc, c'est dans ce cadre-là, l'Agence pour la promotion des investissements a priorisé 4 secteurs d'activité, notamment dans le domaine de l'agriculture, les énergies et l'infrastructure. Et chacun de ces secteurs d'activité, notamment, crée de la valeur ajoutée à travers la création d'emplois et puis éventuellement le transfert de technologies.
Donc, nous avons jugé nécessaire qu'au niveau du guichet unique, le dispositif d'accompagnement pour les entreprises, c'est la facilitation et la simplification des procédures de création d'entreprises à travers la formalisation des entreprises et ensuite les autorisations d'exercice qui doivent être octroyées aux entreprises pour leur faciliter l'implantation des unités industrielles et éventuellement le code des investissements aussi qui prévoit un dispositif pour faciliter la phase d'investissement des entreprises. Au moment de leur investissement, ils ont besoin de l'acquisition d'équipements de production et au moment de la phase d'exploitation, ces entreprises ont besoin de charges fiscales pour atténuer éventuellement le paiement d'impôts. Donc, tous ces dispositifs concourent à faciliter le processus de création d'entreprise. Nous avons aussi un service aftercare qui suit les entreprises qui sont en activité pour voir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et nous avons des antennes régionales au niveau des régions et nous avons une cellule d'appui également pour les femmes entrepreneurs pour leur renforcement de capacité et puis les aider à quitter l'informel vers le formel et notamment l'accès au marché. Donc, toutes ces opportunités qu'on offre aux entreprises, c'est de pouvoir faciliter le processus de création d'entreprise et on envisage également de mettre en place un guichet pour la diaspora où il y a une niche d'opportunités pour pouvoir orienter ces entreprises-là pour qu'il y ait vraiment toutes les commodités pour pouvoir investir en fonction surtout des différentes filières, les secteurs d'activité qui ont été identifiés comme axes stratégiques au niveau de l'Agence pour la promotion des investissements. Un guichet diaspora dont on apprendra sans aucun doute l'existence sur le hub Meet Africa. Monsieur Boiré, merci pour ces premiers éléments. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur est-ce qu'il y a des dispositifs de suivi des projets et comment vous les suivez? Est-ce que vous mesurez l'impact des projets? Est-ce que vous facilitez des partages d'expériences entre entrepreneurs qui opèrent dans des secteurs similaires? OK. Nous avons un dispositif de suivi des projets à travers le service aftercare, comme je viens d'évoquer. Nous avons également une commission, ça c'est plus élargi avec les autres départements sectoriels, une commission de suivi en fonction de la nature de l'activité du projet. Déjà, les entreprises qui sont agréées, on a deux types d'entreprises à notre niveau. Les entreprises qui sont créées au niveau du guichet unique pour au moment de la formalisation de leur entreprise. Et il y a une autre catégorie d'entreprises qui sont agréées au Code des investissements. Ça, c'est les entreprises industrielles. Une fois qu'ils sont implantés, donc on a des chargés de promotion qui sont spécialisés en fonction de différents secteurs d'activité. Donc, on démarche ces entreprises-là, on va les rencontrer, voir quelles sont les préoccupations, est-ce qu'ils ont besoin d'augmenter leur capacité de production ou de revoir complètement leur équipement de production. Donc, on fait le suivi régulièrement pour voir est-ce que ces entreprises ont atteint leur vitesse de croisière sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, des questionnaires. Et donc, on fait ça régulièrement. Les entreprises qui sont déjà en activité et les entreprises existantes qui veulent accroître leur capacité de production. Donc, ça, c'est des dispositifs que nous avons ici et il y a un service dédié pour ça. On accompagne, on a à peu près des entreprises qui ont un niveau d'investissement on a commencé avec des entreprises qui ont un niveau d'investissement de 50 à 100 millions. Après, il y a des petites entreprises également. Mais donc, compte tenu du nombre d'entreprises qui est importante, donc il faut vraiment un dispositif de suivi adéquat et spécifique. Très bien. Une autre question avant de passer la parole soit aux participants, soit à notre prochain intervenant. L'API Mali, elle a joué un rôle moteur dans la co-construction de la plateforme du Hub Meet Africa et je crois que vous avez aussi un axe d'action stratégique sur tout ce qui est digitalisation de vos services. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le potentiel de ces outils ou sur comment ça s'articule aussi avec de l'accompagnement humain, parce qu'il faut les deux?
Tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est face à la digitalisation. Donc, il est très important aujourd'hui de dématérialiser les procédures de création d'entreprise. Nous avons une plateforme e-registration et donc qui permet non seulement de faire la création, et puis éventuellement au niveau du processus d'obtention des agréments, nous avons fait des réformes majeures dans ce cadre-là pour déjà faciliter l'accès à l'information, notamment en termes de branches d'activité et surtout le sexe, sur la base de la taille de l'entreprise. Donc, nous avons dématérialisé tout le processus de création d'entreprise au niveau du guichet et on est dans la dynamique de faire la création en ligne. On a déjà fait le test et nous pensons véritablement aujourd'hui, il est important que les gens puissent faire leur création en ligne. Donc, on est dans cette démarche et on est très avancé. Donc, il est important de partager ces expériences-là sur la base des standards internationaux. On s'inspire d'autres modèles au niveau de d'autres API pour voir comment on peut être au même niveau en termes de satisfaction des investisseurs nationaux et étrangers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boiré. Je vous en prie. On reviendra vers vous dans la partie d'échange et je voudrais passer sans plus attendre la parole à M. Ouattara, qui est le directeur de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora en Côte d'Ivoire. Donc, M. Ouattara, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Votre direction cible précisément les entrepreneurs de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, quelles sont les spécificités de ces entrepreneurs, à quels besoins vous répondez? Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire si votre stratégie s'articule sur des secteurs cibles et si vous avez en effet des attentes particulières en termes de secteur pour ces entrepreneurs issus de la diaspora et selon quelle logique d'intervention, quelle priorité? La parole est à vous, Monsieur Ouattara. Il faut juste allumer votre micro. Merci. Oui, bonjour. Merci à tous les participants. Merci à MIT Africa de nous associer à ce webinaire de très grande qualité par rapport aux participants. Effectivement, la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora a pour attribution d'inciter notre diaspora à contribuer davantage au développement économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, à travers nos actions, c'est vraiment des actions d'appui, d'accompagnement, de conseil. Et donc, notre diaspora et toutes les activités de notre diaspora au niveau des investissements, au niveau des actions, s'inscrit dans le dispositif du code d'investissement que nous avons en Côte d'Ivoire qui fait la promotion du développement durable et qui est vraiment très, très poussé dans tout ce qui est respect des normes environnementales, de l'équilibre des régions, mais surtout des normes de développement sanitaire environnemental. Donc, toutes les actions que nous soutenons dans le cadre vraiment en partenariat avec MIT Africa, dans le projet des jeunes qui reviennent de la diaspora, les jeunes de la diaspora, nous soutenons des projets qui respectent les normes environnementales. Donc, c'est très important de situer que toutes nos actions sont vraiment très dirigées dans le cadre du respect des normes techniques, des normes sanitaires, des normes. En deuxième outil, nos attributions nous orientent vers la mobilisation d'abord des compétences de la diaspora. Et dans le cadre du transfert des compétences, c'est très important pour nous et pour faciliter le travail, pour faciliter le retour des jeunes de la diaspora, nous avons mis en place ce qu'on appelle un outil interactif de mobilisation et de valorisation des compétences de la diaspora. Cet outil-là permet à notre diaspora d'être en relation avec les opportunités d'emploi que la Côte d'Ivoire peut offrir à notre diaspora. Et donc, cet outil-là permet à notre diaspora
qui possèdent des compétences et des expertises, d'être en relation avec la réalité du travail en Côte d'Ivoire, les opportunités. Ça, c'est le premier outil que nous avons mis en place. Le deuxième outil que nous avons mis en place, c'est le Comité national de concertation sur la mobilisation et la valorisation des compétences de notre diaspora. C'est un outil qui permet à toute la communauté nationale d'avoir une analyse inclusive sur les stratégies pour mieux mobiliser. Et donc, c'est un comité qui est acté, un arrêté interministériel qui met en place ce dispositif pour permettre à toutes les parties prenantes, le privé, le secteur public, la société civile, de pouvoir réfléchir sur les stratégies les meilleures pour la mobilisation et la valorisation des compétences. Pour les investissements de notre diaspora, les investissements économiques, nous avons mis en place, et très bientôt, il y a un décret qui va être pris en Conseil des ministres pour mettre en place ce qu'on appelle le mécanisme d'appui à la création des entreprises de la diaspora. C'est ce qu'on appelle le MACE, mécanisme d'appui à la création d'entreprises de la diaspora. Et ce mécanisme va prendre en compte le secteur bancaire, le secteur privé, va prendre en compte le Fonds de développement de solidarité africain pour permettre à notre diaspora désireuse d'investir, cette diaspora que nous incitons à venir investir au pays, mais mettre en place tout le dispositif d'appui de garantie, d'accompagnement pour permettre, pour faciliter une meilleure intégration de cette diaspora dans un monde qui, en réalité, devient un peu plus nouveau pour cette diaspora. Voilà rapidement quelques grandes idées, quelques grandes marches que nous menons dans le cadre de nos attributions et vraiment rassurer, mais surtout donner des informations sur les grandes thématiques que nous conseillons à notre diaspora. C'est vraiment l'agro-industrie qui respecte le développement durable. L'agro-industrie, c'est un domaine aujourd'hui qui est très porteur en Côte d'Ivoire. Le domaine des services orientons effectivement. Avec MIT Africa, on travaille dans le cadre du recyclage des déchets, et vraiment qui est un domaine aussi, une filière qui est très, très prisée en Côte d'Ivoire. On a l'hôtellerie et le tourisme. Donc, c'est vraiment des secteurs porteurs que nous encourageons notre diaspora à investir, mais surtout, on met en place un dispositif qui puisse, au niveau institutionnel, les accompagner. Donc, d'une façon vraiment ramassée, voilà ce que nous voulons dire et préciser que toutes nos actions se situent dans le plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2021-2025 qui stipule à son effet 4 qu'il faut mobiliser davantage les ressources et les compétences de la diaspora pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Tout cela en faisant la promotion du développement durable, en respectant les normes environnementales, mais surtout les normes sanitaires qui favorisent un développement durable. Voilà rapidement ce que je voulais dire, vraiment en résumé, ce que notre direction, au sein de la direction générale de la diaspora, mène pour permettre à notre diaspora de contribuer au développement. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Ouattara, c'était très intéressant. Et avant de passer aux questions des participants, j'en ai une. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement à l'IMA. Donc, l'outil interactif de ciblage des compétences de la diaspora que vous avez mis en place, comment il fonctionne, quels sont ses objectifs, comme on dit en bon français, quels sont ses KPIs, ses indicateurs de performance, et aussi pour vous, quel est l'intérêt d'une mutualisation régionale de tels dispositifs, comme ce qui a lieu dans le cadre du hub de MIT Africa, que ce soit mutualisation entre diaspora en Europe, entre pays africains, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Ouais, nous pensons qu'aujourd'hui, la meilleure façon de toucher notre diaspora, c'est déjà par le numérique. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, le numérique doit être la voie. Je pense que c'est l'une des voies vraiment essentielles pour toucher. Et donc, notre outil interactif a pour
a pour objectif de mobiliser d'abord notre diaspora, mais de permettre à notre diaspora d'être en relation avec le monde du travail, le monde de l'entreprise en Côte d'Ivoire. L'outil interactif a deux volets essentiels. Une partie qui est réservée aux Ivoiriens en Europe, en Amérique, partout en Afrique, qui possèdent des compétences et des expertises, mais aussi aux entreprises de Côte d'Ivoire qui ont des besoins en personnel, qui ont des besoins, qui ont besoin d'expertise qui n'existent pas fortement en Côte d'Ivoire. Il y a des structures au niveau public, au niveau privé, qui ont besoin d'avoir une expertise de notre diaspora aux États-Unis, en Europe, même en Afrique, que nous n'avons pas forcément. Donc, cet outil-là va nous permettre d'avoir d'abord une interactivité entre le monde du travail, le monde de l'entreprise et nos compétences. Ça va être un réservoir dans lequel les entreprises peuvent voir l'existence de compétences qu'on a à travers le monde. Maintenant, cet outil-là peut nous permettre de prendre des décisions parce que derrière l'outil, on peut savoir quelles sont les compétences que nous avons en Côte d'Ivoire, dans notre diaspora, en Europe. En France, par exemple, on saura dans quelle région en France, quels sont les spécialistes, quelles sont les spécialités que nous avons en France, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc, et puis, on saura aujourd'hui quel est le nombre réel. Ça nous permettra de recenser, d'avoir beaucoup plus d'informations sur notre diaspora qui d'une façon générale, est très hétéroclite, est totalement dispersée. Et cela va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Cela va nous aider à la prise de décision. Parce que pour pouvoir prendre les décisions, il faut avoir suffisamment d'informations. Et donc, nous, en tant qu'administrateurs de cette plateforme, on pourra avoir suffisamment d'informations sur la réalité du terrain, ce qui existe et les filières, le nombre de personnes, quels sont les domaines et quelles sont la localisation de nos expertises. Mais aussi, cet outil interactif va donner beaucoup plus d'informations à notre diaspora à travers, par exemple, le CPC, qui va informer notre diaspora des modalités de création rapide d'entreprise, le code de l'investissement, le plan national de développement 2021-2020. Donc, cet outil va être un moyen de vulgarisation à notre diaspora qui est éloigné de ses origines, d'avoir beaucoup plus d'informations, mais aussi avoir des échanges parce que ça permet, cette plateforme va permettre des échanges entre nos compétences, nos expertises, mais aussi la réalité de nos entreprises sur le territoire national. Voilà un peu quelques informations que je peux donner sur cette plateforme-là que nous mettons et que nous lançons. C'est vrai que nous expérimentons, mais que nous allons lancer avec l'autorisation de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, son Excellence Madame Kandia Camara. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Voilà, on a eu un premier tour de table très intéressant grâce à vous, grâce à Monsieur Boiré, grâce à Madame Jacquemin. J'appelle à nouveau les participants à se présenter dans le chat, à poser des questions. Je vois que les premières questions sont arrivées. Je ne sais pas mettre un pays et un nom d'organisation des participants, mais je vois par exemple Monsieur Smani au Maroc. C'est intéressant de connaître vos pays. Il y a beaucoup de pertinence aussi, pas seulement entre Europe et Afrique, mais je sais que par exemple le Maroc a des entreprises qui sont de plus en plus actives dans des secteurs des services, de l'environnement et qui investissent de plus en plus en Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et en attendant vos messages, je propose de prendre d'abord la première question qui a été posée depuis le Mali par Monsieur Baptiste Pipo, qui dirige un bureau d'études énergie, environnement, climat, et qui s'adresse à investisseurs et partenaires. Mathilde, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de la question dans le chat, ou si je les lis peut-être d'abord une fois à voix haute pour que chacun en prenne connaissance. Comment investisseurs et partenaires fixent sa durée de participation quand vous accompagnez des projets?
Quels sont votre taux de réussite et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur un projet de fonds qui serait en création au Mali? Merci à vous Mathilde. Oui, alors merci beaucoup pour la question. Donc, par rapport à la durée de participation, c'est quelque chose qu'on négocie avec l'entrepreneur, dont on parle avec l'entrepreneur au début, donc avant l'investissement. Après, par rapport au fonctionnement d'un fonds, généralement, on dit qu'en moyenne, c'est 5 ans de détention. Et en fait, on se rend compte que c'est des moyennes qui peuvent être même valables ici pour des entreprises en Europe. Donc, c'est des moyennes qui sont assez basses, je pense, pour des entreprises qui sont confrontées au secteur informel et qui doivent beaucoup se formaliser pendant ces 5 ans. On se rend compte que c'est assez court. Donc, généralement, on dit entre 5 ans et 7 ans. Et comment ça se passe? Généralement, comment on réévalue cette durée en cours d'investissement? C'est que quand on voit qu'on s'approche de la durée finale de détention, si je puis dire, on va reparler avec l'entrepreneur et donc soit on peut sortir sur l'entrepreneur, c'est-à-dire que l'entrepreneur nous rachète nos parts et devient de nouveau le seul propriétaire de l'entreprise ou avec ses associés, soit on va sortir sur un tiers, donc un corporate, un autre fonds d'investissement. Donc on va dire qu'au bout de 4 ou 5 ans, on considère toutes ces options de sortie, toujours conjointement avec le projet initial de l'entrepreneur, mais qui peut évoluer en cours de route. Pour ce qui est du taux de réussite, c'est un peu compliqué à dire comme ça parce qu'il aurait fallu qu'on soit sorti en fait de tous nos investissements pour que je puisse vous donner un taux. Et je trouve que c'est assez dur aussi à quantifier parce que est-ce que c'est réussite pour nous ou pour l'entreprise? Donc bien sûr, nos intérêts sont conjoints, mais par exemple, ce qui est difficile en fait pour le private equity en Afrique, c'est la quantité d'acheteurs qui vont être là à notre sortie. Si par exemple on ne peut pas revendre l'entreprise par manque d'acheteurs, ça ne voudra pas dire que c'est un échec pour l'entreprise qui aura pu se développer et prospérer, etc. Donc, je trouve que c'est un peu délicat de parler d'un taux de réussite sans avoir tous les éléments. Et pour votre dernière question, donc, sur le fonds en cours de création au Mali, je voudrais juste préciser que, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on a soit des fonds d'investissement en propre, nos fonds IEP, soit des fonds partenaires. Et au Mali, c'est dans ce cadre-là. Donc, je ne voudrais pas m'attribuer les mérites, attribuer à IEP les mérites de ce fonds en cours de création, mais il y a en effet un fonds partenaire qui s'appelle Dira Capital, qui est en cours de levée de fonds par son directeur, M. Mohamed Keita. Et donc, IEP intervient comment dans ce fonds? De manière très simple, en participant aux premiers efforts financiers dans ce fonds. Mais ensuite, c'est complètement géré par ce directeur. Voilà, donc Dira Capital pourra intervenir sur des entreprises au stade de développement sur des tickets compris entre 30 000 et 500 000 euros. En dehors de ça, en plus de ça au Mali, on a d'autres équipes actuellement adossées à ce fonds partenaire Dira Capital sur un programme qui s'appelle IEP Accélération au Sahel, qui est subventionné par l'Union européenne et qui propose en fait aux entreprises au stade d'amorçage des types d'instruments financiers qu'on appelle des avances remboursables, qui peuvent s'apparenter à des prêts à taux zéro, pour pouvoir permettre de préparer ces entreprises, de les consolider, pour ensuite peut-être être investies en capital, que ce soit par Dira Capital ou tout autre acteur. Mais voilà, vraiment consolider les bases avec des outils financiers adaptés et beaucoup d'assistance technique également. Donc ça, c'est les 2 instruments que nous avons au Mali. Une date de lancement des opérations de ces dispositifs, peut-être Alors, IEP Accélération au Sahel a commencé de soutenir des entreprises. C'est déjà en cours. Et Dira Capital, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que ce sera cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas. C'est Dira Capital qui pourrait mieux répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Jacquemin. Une question pour Monsieur Boiré de la directrice de toutes les activités formation webinaire d'Anima, Madame Lydie Cornan. Monsieur Boiré, est-ce que il y a un volet de coopération, que ce soit avec d'autres API ou dans le cadre d'appui de projets de coopération internationale sur tous les services de digitalisation? Alors, votre micro est coupé. Voilà. OK. Effectivement, on travaille avec la CNUSED et d'autres partenaires dans le cadre de la digitalisation. Donc, on travaille avec la CNUSED, avec d'autres partenaires dans le cadre de la digitalisation des entreprises. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans un souci de réduire le délai
de création d'entreprises et que les Maliens de la diaspora qui constituent une opportunité d'investissement pour nous. Donc, ils peuvent créer à partir de leur résidence et leur pays d'origine, donc pour faire leur création facilitée. Et la plateforme va permettre non seulement en un temps record pour pouvoir vraiment avoir tous les documents administratifs et puis éventuellement les dispositifs d'accompagnement. Vous savez, nous avons une colonie de plus de 6 millions, dont 85% sont installés en Afrique subsaharienne, 8% en Europe. Et donc, cela veut dire que réellement, une diaspora importante qui s'inscrit dans la dynamique de faire des investissements. Et nous avons constaté également que les ressortissants nos ressortissants apportent également une contribution très significative au financement des projets d'infrastructures sociales dans leur région d'origine. Donc, cela est très important et contribue au dynamisme du financement du marché de l'immobilier, etc. Donc, je pense que si on arrive vraiment à implémenter cette plateforme en tenant en compte la digitalisation, ça va permettre non seulement d'être dans le délai et d'être compétitif, et pour pouvoir vraiment faire de la destination Mali une opportunité très importante. Merci beaucoup, M. Bouhari. Je vais maintenant vous lire la question de M. Smani, qui dirige R&D Maroc, donc une association qui travaille sur tout ce qui a trait au transfert de technologie au Maroc et qui s'adresse à M. Ouattara. C'est une question assez technique. Quel est le rôle des représentations consulaires pour la mobilisation de la diaspora? Comment vous faites le lien, comment vous fonctionnez avec vos consulats à travers le monde, M. Ouattara? Votre micro est coupé. Oh, oui, on s'appuie, merci beaucoup pour la question. On s'appuie sur nos représentations consulaires. Je pense que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, comme répondant dans tous les pays du monde, nos représentations consulaires. Donc, il y a des responsables de la diaspora. Et ce qui est important pour nous, c'est de renforcer cette thématique diaspora. C'est vraiment de renforcer et de vraiment apporter beaucoup plus d'accompagnement et beaucoup plus inciter notre diaspora à venir. Et pour cela, nos représentations consulaires jouent un rôle important. Ce rôle est fondamental pour demander à notre diaspora de venir. Il faut les inciter, il faut leur expliquer, il faut aller vers cette diaspora. Et donc, pour nous, les représentations consulaires doivent s'adapter à l'appel du président de la République qui a demandé à notre diaspora de venir jouer sa part dans le développement économique, social, environnemental de la Côte d'Ivoire. Donc, la cheville ouvrière de notre action tournera autour de nos représentations diplomatiques consulaires. Ensuite, nous pensons qu'il faut aller vers les associations, il faut aller vers les fêtières de professionnels. Donc, il faut faire un mixage des deux, en plus de l'outil officiel classique. Il faut qu'on fasse aussi des mouvements vers l'association qui représente aussi les structures de la diaspora pour aider nos représentations diplomatiques à atteindre la cible. Donc, voilà rapidement notre politique est fondée autour de nos représentations diplomatiques, mais aussi l'accent sera mis sur les fêtières, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles de notre diaspora, pour que les efforts des deux structures puissent vraiment atteindre la cible. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre la cible. Voilà comment notre politique est pour atteindre notre diaspora. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de prendre la question de M. Philpot qui va nous permettre de faire un dernier tour de table avant de clore ce webinaire qui commence d'abord par un constat, beaucoup des thématiques liées au développement durable. Ça représente des marchés qui sont peu rentables, très peu rentables. C'est quelque chose, ce sont d'ailleurs des thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup à Anima. Pour nous, en faisant une revue de la littérature, on voit que les entreprises qui anticipent
ce que IEP appelle les risques ESG, qui adaptent leurs pratiques aux contraintes de développement durable. Elles anticipent des risques et ça devient finalement aujourd'hui des facteurs de performance. Donc, je modérerai un petit peu votre premier constat. Après, c'est vrai que si on est sur des secteurs type infrastructure, etc., oui, ça demande des gros investissements, c'est des retours sur investissement à plus long terme. Donc, on peut le voir à plusieurs niveaux. Mais donc, la question de M. Flippo, peut-être vous voulez réagir sur ce premier constat. Et donc, cette question qui s'adresse à chacun de vous trois, comment à vos niveaux respectifs, vous travaillez sur faire l'évolution du climat des affaires et pour vous, quelles sont les principales barrières? C'est un vaste sujet, donc peut-être vous pouvez chacun cibler une thématique. On verra si vous choisissez la même ou pas. Je vous passe la parole, M. Boiré, Mme Jacquemin, M. Ouattara. Bon, moi, je vais aller assez rapidement, on va dire, sur le sujet parce qu'en tant qu'acteur privé, c'est vrai que notre rôle, ce n'est pas forcément d'influencer le climat des affaires ou d'avoir un quelconque rôle qui est déjà mené par les acteurs publics. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en revanche, on fait beaucoup d'actions de plaidoyer. Nous, notre difficulté, donc, en tant qu'investisseur d'impact, on a forcément des rendements inférieurs aux rendements de marché. Mais ça, nos financeurs le savent et ils nous soutiennent également dans cette optique-là. Mais on fait beaucoup de plaidoyer sur notre besoin de capital patient et le fait qu'il faut du temps pour accompagner ce type d'entreprise, qu'il faut du temps pour équilibrer les business models et que du coup, donc notre rendement sera inférieur à un rendement de l'économie classique, si on peut dire. Et en plus de ça, il nous faudra plus de temps pour l'accompagner et d'efforts. Donc voilà, on fait beaucoup de plaidoyer autour de cette thématique. Et voilà ce que j'ai à dire en tout cas sur ça. Merci beaucoup. Monsieur Boiré? D'accord. En fait, effectivement, sur le sujet, je pense que nous, l'approche que quand même on a développée, c'est déjà d'inciter les entreprises vers les activités de recyclage des déchets, comment ils peuvent utiliser des technologies propres pour atténuer l'impact des changements climatiques. Et en plus de ça, concernant le climat, l'environnement des affaires, et nous faisons le plaidoyer sur la base des résultats de services aftercare et pour les préoccupations de ces PME-là. Sur cette base, on fait un plaidoyer sur les réformes majeures, notamment à travers la réduction, par exemple, du capital pour les sociétés à responsabilité limitée, et notamment la publication des annonces légales qui se faisaient par des tierces personnes sur le site de l'API pour réduire les coûts. En plus, aussi l'acte sous seing privé aussi qui permet de pouvoir vraiment donner la possibilité aux porteurs de projets, aux investisseurs à créer leur entreprise. Et en plus de cela, le statut de l'entrepreneur aussi, qui est un dispositif qui est prévu par l'acte uniforme de l'OHADA. Toutes ces réformes-là concourent à l'amélioration du climat des affaires parce qu'en réalité, la pratique des affaires, il y a plusieurs indicateurs du point de vue macroéconomique qui sont impliqués à travers les différents départements sectoriels. Donc, il y a un comité de pilotage qui est présidé par notre Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'implique dans le cadre des différentes réformes, notamment pour l'amélioration du climat des affaires, le permis de construire, les échanges, le commerce transfrontalier, etc., même la réduction des coûts des facteurs de production d'énergie, etc. Donc, tous ces défis liés à la compétitivité des entreprises qui est très important, notamment en termes d'énergie, en termes d'infrastructures qui nécessitent des coûts. Donc, il faut vraiment faire des réformes majeures dans ce cadre-là pour notamment faciliter, inciter les investisseurs étrangers ou nationaux à venir investir au Mali. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara, Oui, je voulais rapidement dire que nous vraiment mettre l'accent sur tous les mécanismes qui respectent l'environnement, qui respectent le développement durable, mais surtout inciter notre diaspora à contribuer au développement de notre pays en mettant en place tout un dispositif
Donc, l'environnement des affaires doit faire une place à notre diaspora, rendre toutes les dispositions flexibles, demander à notre diaspora d'entreprendre, d'oser et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, notre travail se situe dans le plaidoyer par rapport aux banques, aux structures d'accompagnement, de faire une place, parce que la diaspora est une thématique qui est vraiment spécifique, avec tout ce qui va avec comme caractéristique. Donc, demander à tout le monde de mettre un dispositif d'accompagnement qui soit flexible pour permettre à notre diaspora de mieux contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà rapidement la synthèse de notre contribution. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Ouattara. Écoutez, je remercie chacun de nos intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que Meet Africa, c'est une initiative qui s'adresse à la diaspora africaine en Europe pour lui donner les moyens d'entreprendre. Et je remercie donc en particulier ses sponsors financiers, l'Union européenne et l'Agence française de développement et bien sûr son pilote Expertise France. Et puis je vous donne rendez-vous bien sûr sur le hub de Meet Africa qui vous donnera l'actualité des organisations de chacun de nos intervenants, la PIMALI, investisseurs et partenaires, et la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora de la Côte d'Ivoire, de tous les autres membres et partenaires Meet Africa. Et puis, bien sûr, vous trouverez les prochains rendez-vous et je vous donne notamment rendez-vous au salon que nous organiserons grâce à Meet Africa cette année. Merci à tous.